On ne doit pas être surpris. C'est un moment très précieux. Et en tant qu'humain, nous ressentons... On n'est jamais bien placé en fait pour donner des conseils. C'est un moment très précieux. Pour remonter le moral. Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, bonsoir et merci à vous d'avoir choisi la DRTV Internationale et surtout que c'est votre rendez-vous de chaque mercredi à partir donc de 21h45 qui n'est autre que Décryptage. Décryptage, cette émission où on arrive avec des sujets dont on a réellement des questions et on veut avoir des réponses. Et dans Décryptage, ensemble, on essaye de trouver donc des réponses par rapport à ce qui se dit tout bas et surtout ce que l'on ne comprend pas. Et ce soir, nous avons donc le réel plaisir de recevoir, mais c'est plutôt elle qui nous a reçus. Mais comme nous l'avions emmenée sur la DRTV Internationale et dans Décryptage, il s'agit donc de Madame Alex Janine Iboku, qui est donc psychologue, coach, auteure, écrivaine. Avec elle aujourd'hui, vous avez compris, nous allons parler de la psychologie, de tout ce qu'il y a autour, des questions dont parfois on se pose, où on se dit, ben, est-ce que réellement on a besoin de voir un psychologue face à telle situation? Est-ce qu'un psychologue est nécessaire dans la vie d'une personne, d'un enfant, d'une femme, d'un monsieur? Est-ce qu'un psychologue apporte quelque chose de plus dans la vie d'une personne? Et toutes ces questions, en tout cas, nous, on les a. Et les réponses, c'est donc Madame Alex Janine Iboku, que l'on a l'habitude d'appeler Madame Agi. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Madame. Voilà. Alors, très heureuse déjà de vous avoir dans mon émission, mais surtout, merci de nous recevoir dans votre cabinet. Alors aujourd'hui, nous allons commencer avec la psychologie. C'est vrai que lorsqu'on parle de la psychologie, pour certaines personnes, c'est un mot inconnu ou encore incompris. On se dit, bon, c'est quoi déjà la psychologie? Donc, vous êtes mieux placé pour nous dire, c'est quoi la psychologie? La psychologie a beaucoup de définitions. À l'école, par exemple, on va commencer par vous dire que c'est une science qui étudie l'âme, plein de choses. Il y a beaucoup de définitions. Mais dans notre contexte de santé, dans notre mission de décryptage aujourd'hui, je vous dirais simplement que la psychologie est le lien entre l'esprit et le corps. Donc, l'ensemble de l'être englobant son esprit et le corps. C'est de ça que nous allons parler ce soir. Oui. Et de l'autre côté, lorsqu'on parle de la psychologie, il y a aussi un autre mot, c'est donc la psychiatrie. Alors, on aimerait réellement savoir la différence, c'est-à-dire quelle est donc la différence entre la psychologie et la psychiatrie. Parce qu'on a réellement besoin de savoir, et c'est après justement cette définition, on pourra maintenant mieux nous balader pour parler de toutes ces choses. Déjà, nous sommes sœurs, vous voyez, nous sommes tous les psy et psy. Donc, les psychiatres, on les appelle les psys, les psychologues aussi, les psys. Cependant, les psychiatres, ils sont médecins. Ça veut dire qu'ils utilisent le médicament. Mais nous, par contre, nous n'utilisons aucun médicament. Les psychiatres, ils sont médecins. Ils étudient en médecine et puis ils deviennent docteurs, médecins, psychiatres spécialistes, c'est-à-dire ils s'occupent du cerveau. Mais nous, on s'occupe de plus que le cerveau. Nous sommes psychologues. Donc la différence étant celle à laquelle l'un est médecin et l'autre est un aidant professionnel. Donc je suis plutôt spécialiste de la relation d'aide. Cependant, il y a beaucoup de gens parfois qui ont très peur d'aller chez le psychologue. Hein, Madame Nana, je ne sais pas si vous êtes au courant. Parfois on met des gens ici, mais il faut l'attraper. Vous voyez là, c'est un colonel, mais il a peur d'aller chez la psychologue. Parfois, on nous prend comme des charlatans, etc. Non, nous ne sommes ni voyants, nous ne sommes pas aussi prêtres. Nous n'avons pas besoin que vous venez nous dire tous vos secrets. Non, nous sommes des aidants spécialistes. Donc, nous sommes les professionnels de la relation d'aide. Autrement dit, les spécialistes des soucis.
Souvent, ce que vous cherchez à faire, c'est-à-dire d'aller fouiller, de rechercher à l'intérieur de cette personne ce qui se cache ou encore ce qui est lourd, qui l'empêche peut-être soit de mieux s'épanouir. Et vous êtes là pour aller chercher, creuser. Et souvent, les gens ont peut-être peur pour dire que je vais me confier à un étranger, ça fait tout bizarre, cette personne va connaître mes secrets. Alors, entre parenthèses, lorsqu'on parle des secrets, parce que les gens se confient beaucoup, et on sait que lorsqu'on parle au niveau de la médecine, il y a justement le serment qui demande à ce que l'on garde les secrets. Et à votre niveau aussi, c'est le cas? Mais parce que je constate que les gens sont plus rapides à se déshabiller devant un médecin que à se confier devant un psychologue. Et parfois, moi, ça me fait rire. Hein. Oui, c'est vrai en plus. Vous savez, dans le quartier, si je vous apprends déjà en passant que les femmes sont des guerrières et qu'elles sont très courageuses. Si une voisine venait à dire à une autre que j'ai des douleurs prénatales, cette femme peut bien s'occuper de sa voisine. Mais si la même femme dit à son mari, chérie, je vais accoucher, le mari se panique déjà parce qu'il ne va même pas s'approcher, il va aller appeler le monde entier. Et ça arrive très souvent que le mari lui-même, parfois un papa très jaloux dans le quartier, le voilà qui tient le docteur par la main, docteur, viens vite, ma femme va accoucher. Et c'est même lui qui déshabille son épouse devant, mais les mêmes personnes meurent parfois des crises d'AVC simplement parce qu'il n'a pas voulu se confier. Et ça, en tout cas, Madame Nana, ça me fait beaucoup de douleur quand j'entends un tel est tombé comme ceci, un tel a ceci. Je dis, mais la personne pouvait simplement se confier et guérir. Donc, autrement dit, l'être humain, je l'ai observé, qu'il est prêt à déshabiller son physique, mais seulement pas son être. Ça, en tout cas, il n'est pas du tout prêt à se déshabiller intérieurement. Alors, nous ne sommes pas gardiens de secrets. Ça, c'est pas le cas. C'est comme en médecine. Il y a des symptômes, vous savez, des symptômes assez phares qui prouvent que cette personne, elle est souffrante, elle est malade. Dans le cas de la médecine, par exemple, lorsque quelqu'un commence à pousser des fièvres, ok, la personne commence à faire des vomissements, surtout dans notre contexte culturel, j'allais plutôt dire tropical. Ok, nous avons des maladies telles que le palu. Ça, tout le monde connaît, maux de tête, vomissement, mal au ventre, etc. Mais tout le monde sait que là, il y a un problème. Cependant, quand vous emmenez la personne chez le médecin n'est pas là pour guérir la fièvre. Il est là pour guérir la cause de la fièvre. Mais les symptômes, c'est la fièvre. Donc, lui, il va devoir chercher, bien entendu, via un laboratoire fiable pour comprendre mais de quoi souffre la personne. Et dès qu'il a la cause, le diagnostic précis, en ce moment-là, il s'en occupe. Eh bien, c'est ce que nous faisons aussi. Nous avons aussi nos symptômes. Lorsque le patient arrive, il dit, je souffre ceci, je constate ceci, j'ai ceci. En ce moment-là, nous ne sommes pas là pour soigner ces symptômes, mais nous sommes là pour guérir la cause de ces symptômes. Et ça paraît pour quelqu'un qui ne fait pas le même métier que moi, ça paraît comme si on fouillait dans la vie du patient. Non, on ne fouille pas dans la vie du patient. Quelle est la douleur de fond? Quel est ce qui se passe, ce qui est de trop ou de moins dans votre vie qui vous a mis dans cette situation? Et parfois, on remonte un peu le temps. Et en passant, je vous dirais aussi que on va regarder, est-ce qu'il s'agit d'une complication réactionnelle? C'est-à-dire quelque chose qui s'est brutalement compliqué dans la vie d'un patient, par exemple la perte d'un être cher, la perte de travail. Et il y en a même qui sont malades par divorce. C'est-à-dire que quand ils divorcent, la personne ne supporte pas les divorces et la personne tombe malade. Donc, je vais chercher à savoir si c'est une complication, nous on appelle ça réactionnelle. Et si ce n'est pas réactionnel, ben, ça veut dire qu'elle est chronique. Ça veut dire que, par exemple, dans la durée, la complication a pris trop longtemps. Maintenant, en ce moment-là, nous allons aller dans sa psychogénèse, c'est-à-dire dans son histoire, pour chercher à comprendre. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé pour que la personne aujourd'hui vive avec cette complication de façon chronique? Et figurez-vous qu'il arrive même que ces complications étaient prénatales, dans la vie fœtale. Donc, ça s'est passé, le drame s'est produit quand la maman portait encore cette personne qui a 60 ans devant toi. Donc, parfois, ça se complique quand il s'agit de ce que l'on appelle une psychothérapie, c'est-à-dire aller fouiller dans la genèse de cette personne. Voilà. Et comme on parle déjà des maladies, on aimerait bien connaître les symptômes, c'est-à-dire quels sont les symptômes psychologiques. Elles sont nombreuses.
mais dans le cadre général, en tout cas, de façon phare, nous avons les pertes d'appétit, nous avons des pannes de libido, hein, donc l'appétit sexuel. La personne n'a plus envie de faire la sexualité, elle ne prouve plus rien. Nous avons des insomnies, c'est déjà un signe d'alarme. Des insomnies, c'est comme la fièvre en médecine. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit « moi je fais des insomnies », c'est que nécessairement, il y a un trop ou un moins qui est en train de perturber son équilibre intérieur. Mais aussi, nous avons le dégoût de la vie. La personne a perdu l'élan de vivre. Vous voyez, je vous trouve très belle, hein, permettez, vous êtes bien habillée, plutôt bien parée. Donc, la personne n'a plus le goût à ça. Elle n'a plus envie de s'habiller, de se faire belle ou beau, ou d'aller au service. Donc, tout devient difficile. Ce qu'elle faisait avec engouement, avec envie, lui demande maintenant vraiment des gigas d'efforts, voilà, pour le faire. Il y a ce genre de symptômes. Mais il y a aussi, comment on appelle, le retrait social. La personne n'est plus sociale. Elle ne veut pas, par exemple, parler. Elle ne veut pas, par exemple, échanger. Moi, ce que je constate chez les parents, c'est que quand l'enfant fait une fièvre, tout le monde est en alerte. Non, il fait de la fièvre. Faites vite, achetez le médicament, appelez le docteur. Mais si l'enfant ne veut pas parler, on entend des choses genre Azalaka Boye, tu aimes trop attirer l'attention. Non, quand la personne se bloque psychologiquement, c'est qu'il y a panne psychologique. Elle ne veut pas parler, mais pourquoi? Ça devrait aussi autant attirer l'attention des parents que lorsque l'enfant fait une fièvre. Franchement, quand vous avez quelqu'un, un monsieur, un frère, une soeur qui ne veut pas parler, c'est qu'il y a panne psychologique. Il y a un symptôme qu'il faut prendre en charge. Voilà, donc là, nous avons parlé des symptômes psychologiques que vous avez cités. On a ici l'insomnie, le dégoût, manque d'appétit, pas de désir, pas d'envie. Certaines femmes sont même traitées de frigides et tout ça. Et puis, on a un peu eu la liste. Mais on se pose la question, aujourd'hui, lorsqu'on a ces genres de problèmes, on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a des coachs à gauche et à droite qui sont là à l'écoute pour aider des gens qui viennent parler de leurs problèmes. Genre, je vais mal, mon homme, ceci, cela et tout. Il y a d'autres aussi qui choisissent l'église avec le pasteur qui doit connaître tout ce qui se passe. Par exemple, mon mari ne me touche plus, je ne sais pas ce qui se passe, il est devenu distant, il faut prier, ça doit être l'esprit de femme et tout. Bref, on ne sait plus en fait, parce que déjà tout à l'heure on parlait de la psychologie, et ce qui veut dire que beaucoup ne connaissent pas. Et lorsque à côté il y a encore les coachs, il y a les pasteurs, bon, on est vraiment perdu. Et alors, c'est pour cette raison, nous, en tout cas ensemble, avec les fidèles téléspectateurs, on aimerait connaître la différence entre un coach, un psychologue et un psychiatre. Tu as de très belles questions, madame. Vous voulez que je commence par qui? Par le psychiatre, le psychologue, le coach? La définition du psychologue, celui-là qui est entre l'esprit et le corps. Oui. On a eu la définition du psychiatre qui est médecin oui. Pour soigner réellement avec des médicaments. Oui. Voilà. Mais maintenant, coach dans tout ça là, où placer coach? La différence entre les psychiatres et les psychologues, c'est que l'un est un médecin, mais l'autre est un aidant professionnel, donc un spécialiste des soucis. Alors, la différence qu'il y a entre un coach et un psychologue, c'est que le psychologue s'occupe de la souffrance intérieure. Madame Nana, vous n'êtes pas sans savoir que la souffrance intérieure, elle fait très très mal. Donc, quand ça fait mal, il faut aller chez le psychologue. Mais le coach, c'est lorsque vous avez des objectifs à atteindre. Vous voulez obtenir quelque chose, vous voulez aboutir à un résultat. C'est comme lorsqu'on va chez le coach pour perdre du poids. D'accord? Un coach sportif, c'est exactement la même chose. Vous allez chez le coach, eh bien, parce que vous avez un objectif à atteindre, mais cependant, vous n'y arrivez pas seul. Contrairement à tout ce que nous voyons dans les réseaux, ça ressemble à des types de vengeance, ça ressemble à des personnes qui ont tellement souffert dans leur vie et qui poussent les gens à se venger contre leur mari. Voilà. Que l'on doit poser à un coach, on n'entend pas. Non, du tout.
Ce genre, mon mari ne me touche pas, ben si ton mari ne te touche pas, c'est pas au coach de faire que lui te touche, d'accord? Mais toi, qu'est-ce que tu aimerais obtenir? Moi, je pense que dans une telle situation, eh bien, cette femme a besoin de plus d'autonomie affective. Cette femme a besoin de devenir libre intérieurement, parce que pour elle, si son mari ne la touche pas, c'est un drame, et pourtant, ça ne l'est pas. Alors, je reviens un peu en arrière. Je voudrais rappeler ceci. L'esprit est le moteur de l'être humain. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons dépend de notre esprit, dépend de notre façon à percevoir le monde, de notre façon à interpréter ce qui se passe, mais aussi de notre façon de vivre les événements et circonstances. Alors malheureusement, il arrive que deux fois, eh bien, tout s'entremêle, on confond tout. Il y a même des interprétations d'héritage. C'est-à-dire que vous voyez la chose. Vous voyez par exemple votre mari ou votre enfant agir. Au lieu de vouloir comprendre ce qui se passe, vous vous dites, ah, ma mère m'avait dit, si vous voyez non, vous faire ça. Vous voyez, c'est déjà de l'héritage et ça chamboule tout. En ce moment-là, le moteur va tomber en panne. Qu'est-ce qui va tomber en panne? C'est l'esprit. Et rassurez-vous que si l'esprit est tombé en panne, nécessairement le corps aussi. Alors, qu'est-ce qui arrive en ce moment-là? Quand les gens vont à l'hôpital, ils ont évidemment des fièvres, ils ont de l'hypertension, ils ont des diarrhées, mais après bilan médical, c'est un néant. La personne n'a aucune pathologie. On dit, mais tu vas bien, tout va bien. On ne sait pas pourquoi tu es malade. Eh bien, lorsqu'il y a un néant médical, c'est qu'il y a un positif psychologique, parce que sinon, d'où vient la maladie? Eh bien, la maladie est venue de l'esprit. Donc, le coach est venu dans votre vie pour vous aider à progresser. Le coach est là pour vous accompagner à atteindre vos objectifs, contrairement au psychologue qui est là pour vous aider à guérir de vos blessures, de vos souffrances intérieures. Et la chance que j'ai, c'est que je suis les deux. Je suis en même temps psychologue, mais aussi coach. Pour simplifier, afin que les gens comprennent, on doit tout simplement les appeler les motivateurs. N'est-ce pas? C'est-à-dire, quand je dis motivateur, c'est-à-dire c'est là-bas où on recherche cet élément qui va déclencher certaines choses, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui veulent entamer, on va dire, un processus, mais qui ont besoin d'être motivés. Tout à l'heure, vous avez parlé par rapport à la santé, on veut maigrir, c'est un coach qui va vous aider, et aussi on veut aboutir à quelque chose, un projet, on a besoin d'un coach qui va vous apprendre les rouages, ou encore comment faire et s'attaquer face à des, on va dire, des conditions pour mettre soit une société en place, pour faire une affaire. Donc, contrairement à ce qu'aujourd'hui, le coach est représenté comme celui-là avec qui on va parler de nos problèmes. C'est surtout des problèmes d'amour, et c'est ça qui est dingue, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de coach, c'est toujours oui, la personne a des belles paroles pour motiver et tout. Voilà, donc... Permettez, moi, je ne dirais pas que les coachs ils sont motivateurs, sauf pour ce coach-là qui s'est improvisé coach. Nous ne sommes pas les motivateurs, madame. Nous sommes les spécialistes de l'action. Ok, d'accord. Voilà. Donc, toi, tu veux aboutir à tel résultat, mais quelles sont les actions que tu dois poser pour y arriver? Peut-être que tu n'es pas autodiscipliné. Parce que il y a des gens qui font, là, on venait de fêter la Saint-Sylvestre, mais c'est des listes de résolutions. Cette année, je dois faire ceci, mais ça n'a jamais réussi. Dans le cadre général, beaucoup de gens n'y arrivent pas parce qu'ils sont pas autodisciplinés. Alors, le coach va t'aider à bien analyser tes objectifs, à bien les planifier et à bien les atteindre. C'est-à-dire que vous allez devenir autodiscipliné, vous allez progresser vers votre grand but. Ce qui n'est pas le cas. On a compris la différence entre un coach, un psychologue, ainsi qu'un psychiatre. Et cela par la voix donc de Madame Agi, psychologue, coach, auteur, écrivaine. Alors, elle a parlé de son côté coach. On va essayer un tout petit peu qu'elle nous partage un petit côté, hein, justement, ou encore de nous parler d'un rendez-vous comme ça que vous avez eu à réaliser dans votre coaching. Souvent, à votre niveau, comment est-ce que ça se passe? C'est souvent quel genre de situations ou de sujets que vous arrivez à aborder dans votre casquette de coach? Là, nous sommes au rond-point Mgali. Supposons que nous voulons aller à Bakongo en passant par le boulevard. Donc,
On sait très bien qu'on devrait passer par le pont Centenaire, le boulevard, le CCF, et puis hop, Bakongo. C'est un peu la même chose. Donc, quand la personne arrive et que moi et cette personne, on a déjà clarifié le grand but, en ce moment, on se fait des repères. On veut savoir si on arrive là, on passe par là, on vire ici, on ira droit au but. Et vous, oui, et vous allez constater que la personne qui a fait 20 ans sans atteindre ce grand but peut l'atteindre en 2 mois. Parce que, évidemment, il y a maintenant des repères et il y a un travail à faire pour y arriver. Permettez une parenthèse. Nous sommes dans une culture paresseuse, mais alors très, très paresseuse. Parce que nous, on se dit que tout doit être fait et que nous, on va tout consommer. Non, la vie n'est pas ainsi faite. Restez dans votre chambre, essayez de ne pas la balayer pendant 10 jours, 20 jours. Personne ne viendra balayer votre chambre. Personne ne viendra faire votre lit. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Donc, apprenons à faire les choses. Et nous sommes là, nous coachs, c'est pour aider la personne à agir. C'est pour aider la personne d'abord à se concentrer et à devenir sérieux, rigoureux, autodiscipline. Notamment, plus de temps à perdre. Parce que réellement, vivre, ça veut dire pas de temps à perdre. Les maladies chez nous ont des noms aussi comme en médecine, hein, d'accord? En médecine, vous avez la typhoïde, le palud, la pneumopathie, il y en a plein. Mais chez nous aussi, il y en a. Nous avons les cas de phobie, nous avons les cas d'anxiété, mais il arrive très rarement aussi les cas d'anxiété généralisée. Je pourrais expliquer ce que c'est. Nous avons les cas des hypochondries, nous avons les cas de la dépression, nous avons les cas de burn-out, ok? Il y a plein de maladies chez nous, mais j'en passe, je ne pourrais pas tous les citer vu le temps. Voilà, alors voilà, est-ce que vous pouvez plutôt citer quelques maladies que nous côtoyons tous les jours dans la société, dans nos familles, au travail, partout, mais que nous ignorons, et pourtant ce sont des signes pour faire appel à un psychologue, quelques maladies par exemple. Je vais commencer par la dépendance affective, l'anxiété, mais aussi la dépression. D'accord? La dépendance affective, qu'est-ce que c'est? Souvent, on entend un peu parler un peu partout, on parle des relations toxiques, mon mari est toxique, ma femme est toxique, ma mère est toxique. Non, c'est pas que votre proche est toxique, mais c'est parce que vous êtes dépendant affectif que vous constatez cette toxicité. Parce que la personne qui n'est pas dépendant affectif, en tout cas, il ne va pas le remarquer. Et votre toxicité là ne peut pas l'éclabousser. Parce qu'elle est déjà accomplie, elle est comblée, elle est heureuse. Et tout ce que vous faites, votre manipulation ou vos caprices, pardon, n'arriveront donc pas à l'atteindre. Alors la dépendance affective, elle est très très fréquente chez nous. Chez nous, par exemple, les personnes ne s'assument pas. Les personnes n'ont pas appris à vivre comblées. Les personnes n'ont pas appris à se donner des soins. Voilà pourquoi j'ai écrit, par exemple, ce livre, hein, « Je m'ouvre à l'abondance de la vie ». Un très beau livre, je pourrais approfondir dans le prolongement. Oui, on va en parler tout à l'heure. Certains hommes qui ont l'impression, lorsque la femme déjà a eu à travailler sur ça, c'est-à-dire que, comme vous avez dit, elle apprend à être bien elle-même, à être, comme on dit, heureuse d'abord seule, parce que ça c'est ma logique, hein. Je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre quelqu'un pour être heureuse. Non. Donc il faut, sinon on va tomber dans la dépendance. Et lorsque, souvent dans le couple, on est en face avec une femme qui justement a eu à travailler sur sa personne et que ça ne l'atteint pas toutes ces choses, on a l'impression que c'est une femme qui n'aime pas. Pourquoi? Parce qu'on veut voir plutôt la femme souffrir, ou on veut voir la femme dans sa faiblesse, alors qu'on vient de découvrir que c'est une maladie en fait. Donc, oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Moi, je vais dire quelque chose de très simple, parce qu'en passant, Madame Nana, je suis née, grandie au village. Je suis la fille d'un digne paysan. Figurez-vous, je suis arrivée à Brazzaville autour de 14 ans. Alors, l'Africain d'aujourd'hui a perdu ses repères. L'Africain d'aujourd'hui est à la recherche d'une femme faible. Mais l'Africain d'hier avait été à la recherche d'une guerrière. Parce que moi, ma grand-mère, elle quittait le lit à 3 heures du matin, tandis que son mari est encore endormi. Et où est-ce qu'elle m'emmenait lorsqu'elle me réveillait? Eh bien, elle partait pêcher. Elle partait visiter ses nasses, ses filets, ses hameçons. Et dès 7 heures, on pouvait très bien être de retour. Et elle ramenait beaucoup de poissons. Mais je vous assure, Madame Nana, c'était des poissons de qualité. Elle va déjà préparer, laisser de quoi manger à son mari. Puis ensuite, elle m'emmenait au champ.
Alors, c'était ce genre de femme, lorsque son mari lui disait, chérie, je vais te prendre une coépouse, elle dit, ben, elle est la bienvenue, elle va m'aider avec tout ce que je fais. Donc, c'était des femmes qui traversaient des forêts. Je n'aime pas lorsqu'on dit que la femme africaine n'a pas travaillé. Non, ça, ce n'est pas connaître la femme africaine. Parce que la femme africaine, c'est pas une femme de bureau, c'est pas une femme de papier, mais c'est une femme qui traversait les forêts seule, je vous assure, la nuit. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à la rivière la nuit, mais ça fait très peur. Hein? Ces femmes partaient pêcher comme ça seules. Mais aujourd'hui, l'homme n'est pas rassuré par une femme dynamique. Il préfère une femme non chérie, une femme qui se plaint partout. Non, vous n'avez pas besoin de ce genre de femme. Mais vous n'irez même pas loin avec une femme qui se plaint trop. Parce que franchement, c'est une femme qui vous perd le temps, qui vous distrait, pendant que vous voulez vous concentrer sur vos objectifs. Elle est là, moi j'ai pas ci, moi j'ai pas l'attention. Vous voulez que qui vous donne l'attention, madame? Vous pouvez vous aimer, vous pouvez apprendre à vous donner de l'attention. Donc moi, en tout cas, si c'était un conseil, en tant que spécialiste, je conseillerais aux hommes d'épouser des guerrières. Je ne dis pas des femmes sauvages, je ne dis pas des femmes qui vous insultent, je ne vous dis pas de prendre des femmes qui vous battent, mais des femmes qui se sentent accomplies, des femmes épanouies. Parce qu'une femme comme ça, tu peux sortir sur une réunion, mais elle ne veut pas en faire un drame. Bien au contraire, elle est accomplie, elle est tranquille, elle attend que vous rentrez. Et quand vous rentrez à la maison, c'est pas genre, chérie, tu étais où? J'ai vu ton téléphone, tu as écrit un téléphone. Non, elle dit, mon amour, est-ce que tu vas bien? Viens mon bébé, viens dans mes bras, tu m'as tellement manqué. J'ai envie de te donner du jus. Voilà. La femme, c'est une guerrière. Un homme a l'impression d'être en combat avec l'autre, ou encore ils se sentent pas bien, alors que c'est faux. L'amour actuellement tourne à un jeu de pouvoir. C'est pour ça que les coachs, en tout cas, crient de partout, ne vous laissez pas faire par les autres. Non, l'amour n'est pas un jeu de pouvoir. L'amour est un jeu de partage. L'amour est un espace de partage. L'amour est un jeu d'autorité. Chez nous, par exemple, au Congo, sur le code de la famille, eh bien, l'homme est le chef. Mais qu'est-ce qui fait l'autorité? Ce qui fait l'autorité, c'est la force de protéger l'autre. C'est la force de sécuriser l'autre. D'accord? Donc, l'amour n'est pas un enjeu de pouvoir. Les femmes qui se battent à égaler leur mari, moi, je dirais qu'elles font fausse route. Nous n'avons pas besoin de combattre notre chef. Vous travaillez à DIRTV. Vous avez un chef, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez besoin de vous sentir sur votre chef? Non, pas du tout. Vous avez plutôt besoin de vous sentir protégé et sécurisé par votre chef. Quant à vous, à toi, l'homme, mon frère, mon oncle qui me suit, mon petit frère, je te dis, ben, ta femme, ce n'est pas une adversaire, c'est ton allié, c'est ton assistante. Voilà, et donc à présent, on parle de l'anxiété. Ouais. À quel moment peut-on se retrouver justement dans cette situation? L'anxiété, en un mot, c'est la peur d'avoir peur. C'est la peur de la peur, en fait. Alors, j'explique, je m'explique. La peur, elle est réelle. La peur, c'est quoi? Par exemple, vous êtes devant une situation où le cas où cet immeuble a une situation d'urgence. En ce moment, c'est tout à fait normal que cela déclenche en nous ce qu'on appelle la peur. Mais si là où vous êtes, tout est sécurisé, tout va bien, tout est calme, et pourtant vous ressentez une peur anticipée parce qu'en ce moment, vous redoutez ce qui pourrait très très mal tourner, mais en ce moment, c'est de la simple anxiété. Cependant, le cerveau ne distingue pas le passé et le futur. Dans le cerveau, il n'y a qu'un seul temps, et ce temps-là, c'est le présent. Par exemple, quand vous racontez une anecdote, une histoire que vous avez vécue difficilement, un vécu dramatique, même si cela s'est produit à de cela 20, 10 ans, vous allez remarquer que votre corps reproduit tout. L'image, les sons, les mouvements, les vibrations qui ont eu lieu ce jour-là, et même vous redéclenchez les mêmes émotions. Voilà. Donc, le cerveau n'a qu'un temps, c'est le présent. Même si cela a eu lieu depuis 50 ans, si vous êtes encore en vie, vous pouvez le revivre dans votre cerveau. Donc, celui qui anticipe la peur, évidemment, aura réellement peur comme s'il y a une situation réelle de peur. Et la personne se dit, mais pourquoi j'ai peur comme ça? Et quand ça se répète un peu trop, vous allez remarquer que la personne va avoir une peur généralisée. Peur de sortir, peur de mourir, peur de, je sais pas, de changer. Donc, il a peur de tout, même parler comme ça, la personne, elle tremble. Voilà, c'est ça ce que nous appelons
l'anxiété généralisée, c'est-à-dire lorsqu'il y a un pic, la personne n'est plus épanouie parce que j'ai des malades qui se baladent avec des béquilles, c'est-à-dire que lui, pour sortir, il doit être sûr que non, j'ai un gardien, si quelque chose m'arrive, lui sera là. Et ces gens de malades, souvent, ils ont très peur d'aller dans les marchés, dans les boutiques, dans les supermarchés, etc. Parce qu'ils se disent, non, il y aura sûrement un drame qui va se produire, même s'ils ne connaissent pas d'où viendra le drame, mais la personne se coince. Donc, il y a des tremblements, il y a des crises de panique. Parfois, il est seulement assis comme ça, il est paniqué, il ne peut pas expliquer pourquoi il est paniqué. En tout cas, la personne est terrorisée, alors qu'il n'y a pas une situation terrorisante. En ce moment-là, c'est que la personne souffre d'une anxiété, parfois généralisée. C'est toujours très... En fait, c'est bon à savoir. Voilà. Okay. La dépression, c'est quoi? La dépression, c'est un égarement existentiel. C'est-à-dire que vous êtes perdu, d'accord? Je ne sais pas, bon, pour nous, les villageois, hein, nous, quand on partait en forêt, on pouvait aussi s'égarer. Ça arrive rarement en ville, mais au village, vous partez au champ, vous pouvez vous perdre. Et vous vous dites, ah, mais où est-ce que je suis? C'est comme quitter ici, aller à Nkombo la télé, d'accord? Il y a des repères. Maintenant, sur le chemin d'un Nkombo, vous vous retrouvez comme si vous étiez au rond-point poto-poto, et puis un peu empilé, vous vous dites, ah mais tiens, mais où est-ce que je suis? Je ne suis pas censé être ici. La dépression, c'est un égarement psychologique. La personne ne sait pas où elle est. Là où elle se retrouve, là, c'est pas là où elle aurait souhaité, c'est pas là où elle voulait aller. Voilà pourquoi je dis souvent que le coaching et la psychologie se rapprochent. Si par exemple, je reçois un cas de dépression, premièrement, je dois connaître la cause. Et vous allez remarquer qu'il y a un écart entre ce qu'il veut être et ce qu'il est, malheureusement. Et lui seul n'arrive pas à devenir cette personne. En ce moment-là, je ferai intervenir mes compétences de coaching pour aider la personne à d'abord cerner ce qui est le plus important pour elle, quel est le but qu'il voudrait atteindre, et aussi à l'aider à devenir cette femme. Le coaching, ce n'est pas ce que nous voyons dans les réseaux sociaux. Vous n'allez pas chez le coach pour vous aider à torturer votre mari, à insulter votre mari, à manquer de respect à votre femme. Non, 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 non. Ou aller boire, dire non, je suis libre parce que je vais maintenant en boîte, je laisse seule à la maison. Ça, ce n'est pas la liberté, madame. La liberté, ce n'est pas aller en boîte de nuit. La liberté, on le prouve à l'intérieur, au plus profond de soi. Vous n'avez même pas besoin de changer d'espace de ça. Donc, en ce moment-là, dès lors que la personne commence à réaliser ses rêves, dès lors que la personne commence à progresser, en ce moment-là, elle a de plus en plus le goût de vivre parce que, permettez que je vous dise qu'une personne qui n'est pas devenue ce qu'elle est finalement contradiction avec elle-même. Donc, elle ne s'entend plus. Il n'y a plus aucun lien. C'est comme toi, quelqu'un qui t'a promis quelque chose et qui n'a pas réalisé la chose. Une fois, deux fois, tu te dis, écoute, mais cette femme ne me sert à rien. Elle est là seulement à me mentir et tout. Je n'en veux plus, je n'en veux plus. Et quand tu la vois, tu dis aux gens qui sont chez toi, dites-la que je ne suis pas là. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'il y a dépression. Lorsqu'il y a dépression, eh bien, ça veut dire que intérieurement, vous n'êtes plus en accord, en harmonie avec vous-même. Donc, vous vous mentez tellement que vous êtes fâché avec vous-même. C'est ça une dépression. Et comme personne ne peut se réveiller comme ça et se mettre à se fâcher avec elle-même, eh bien, il y a ce dégoût, ce blocage intérieur. Parce que justement, j'allais dire que vous n'allez pas chez le psychologue seulement pour les complications, hein. Vous n'allez pas chez le psychologue seulement pour dire que non, je ne dors pas ou bien j'ai un problème de libido. Non, ce n'est pas ça. Vous allez d'abord chez le psychologue pour pouvoir vous libérer intérieurement. Les blocages, j'ai parlé de l'héritage psychologique. Il y a des comportements de soutien. Il y a même des maladies de soutien. Vous pouvez avoir une maladie aujourd'hui, vous pouvez avoir n'importe quelle pathologie. Peut-être que ce n'est pas une pathologie physiologiquement déclenchée, mais c'est une pathologie de soutien. Vous avez eu un papa qui a été hypertension, vous vous dites tellement vous avez accompagné la personne et vous finissez par devenir hypertension. Ce n'est qu'une pathologie de soutien, mais ça en psychologie, ça finit très vite, madame. Madame Agi, à présent, nous allons parler de votre livre. Alors, comment est-ce que c'est parti, ce besoin, ce désir de pouvoir écrire et de partager tout ce qu'il y a dedans? Parce que je sais que le livre est tellement riche, mais on aimerait que vous puissiez vous-même partager ça à nos téléspectateurs. Alors, parlez-nous donc de ce livre, Je m'ouvre à l'abondance de la vie. Du haut de mes 12 ans d'expérience, j'ai constaté, ça n'engage que moi, que 95% de maladies physiques sont dues
aux mots, les phrases que nous utilisons pour nous parler avec nous-mêmes, mais aussi pour échanger avec les autres. Et ce que j'ai découvert, c'est que les êtres humains sont rarement, Madame Nana, ils sont rarement honnêtes avec eux-mêmes. Donc tout ce qui leur plaît, c'est d'accuser tout le monde, sauf de s'avouer leurs propres erreurs et leurs propres fautes. Ça, on ne sait pas le faire. Alors, ici, je reçois les gens, les clients, quand ils arrivent, ils viennent indexer au fait leur entourage. Un tel a fait ceci. C'est à cause de mon mari que je suis dans cette situation. Vous savez, c'est à cause de ma femme. Vous savez, non, 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 non. Un couple épanoui est d'abord l'union de deux êtres épanouis. Parce que s'il y en a un qui ne sait pas s'épanouir, c'est mort. Ça veut dire que le couple-là, en tout cas, ne sera pas épanoui. Alors, pourquoi j'ai écrit ces livres? Parce que je me disais, le monologue de mes patients, ou si vous voulez, de l'être humain, est en général autodestructeur. Et vous savez, j'écris beaucoup de citations. je m'amuse parfois à les écrire et j'ai commencé à les aimer vraiment. Mais j'ai écrit une citation qui dit « Si tout le monde s'indexait au lieu de s'indexer, il y aurait moins d'accidents relationnels. » Ça veut dire que si chacun de nous pouvait s'indexer, au lieu de poser le tort sur l'autre, il y aurait moins de heurts relationnels. Et les gens, ils ne savent pas faire face à eux-mêmes. C'est-à-dire se regarder droit dans les yeux et se dire que ça, j'ai mal agi. Ça, si ça n'a pas marché, c'est parce que je n'ai pas posé les actions qu'il faut. Dans notre culture, les gens vont souvent consulter « Non, ma vie ne s'arrange pas, je n'ai pas pu réaliser mes rêves. » Mais qu'as-tu déjà fait pour réaliser ces rêves? Tu ne peux pas juste t'asseoir comme ça sur un canapé et attendre que tes rêves se réalisent. En ce moment-là, on va chez le charlatan, mais pourquoi ça ne marche pas? Oh non, tata, oh non, coco. Non, laissez les cocos tranquilles, laissez les tata tranquilles. Ce n'est pas de leur faute. Parce que vous savez, c'est un enjeu de progrès. Et pour progresser, il y a du chemin. Et pour faire chemin, vous ne pouvez faire chemin qu'avec une personne avec laquelle vous vous sentez bien, madame. Si vous n'avez pas de bon rapport avec moi, vous ne pouvez pas être mon ami. Mais si vous n'avez pas de bon rapport avec vous-même, comment voulez-vous progresser dans la vie? Donc ces livres, Je m'ouvre à l'abondance de la vie, son titre du tout. La terre, elle est tellement abondante. Elle est si magnifique que rien ne manque sur terre. Mais vous avez affaire aux patients qui vivent difficilement, douloureusement. J'appelle ça tomber amoureuse de sa souffrance. Franchement, il y a des gens qui se sentent mal quand il n'y a pas de souffrance. Et quand il n'en a pas, ils commencent à crier. Tout ça, c'est parce qu'ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Ils ne veulent pas poser les actes qu'il faut pour aller là où il faut. Mais ils attendent que les autres les posent à leur place. Donc, ces livres... C'est peut-être pas la peur du changement, de l'inconnu. Parce que trop souvent, l'homme a peur de l'inconnu, a peur du changement, qui à un moment donné, il accepte de rester dans sa routine, qui peut être, on va dire, des habitudes tristes qui ne lui conviennent pas, des habitudes qui ne font pas du bien aussi à sa vie. Mais la peur de l'inconnu fait que celui-là va rester bloqué dans sa zone et attend peut-être qu'il y ait quelqu'un qui puisse venir, comme vous avez dit tout à l'heure. C'est peut-être pas cette peur-là qui fait que les personnes restent, on va dire, là, immobiles. La peur de l'inconnu, elle fait très peur. Et moi, en tant que coach, mon rôle, c'est de te sortir de ta zone de confort. C'est vrai, ça va faire très mal, mais quand j'arrive dans la vie de quelqu'un, c'est pour le sortir de là. Parce que c'est un confort mal qui te cause du tort, mais un tort ignoré, en fait. Alors, la peur de l'inconnu, oui, ça fait partir de la liste, mais ce n'est pas tout. Il y a d'abord les codes, madame. Il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'il faut. Je vous parle, par exemple, du premier chapitre de ces livres, qui n'est autre que m'aimer. Beaucoup de gens n'ont pas appris à s'aimer. Mais c'est quoi l'amour de soi? C'est ce qu'on appelle vulgairement l'estime de soi. L'amour de soi, c'est ta terre, en fait. Parce que nous sommes une terre, madame. Nous sommes faits de terre, excusez-moi. Moi, je suis croyante. Je crois en cela. Nous sommes faits de terre.
Donc, en nous aussi, il n'y a pas que des intempéries climatiques extérieures, mais il y a aussi des intempéries climatiques intérieures, dites émotionnelles en psychologie. Vous allez croiser beaucoup de choses. Et vivre, c'est tout vivre, madame. C'est aussi une citation que j'ai écrite. Vivre, c'est tout vivre. Donc, ne pensez pas que la vie, c'est tranquille. Tout... Non, 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 non. La vie, c'est pas ça. Vivre, c'est tout vivre. Lorsqu'on dit tout vivre, ça veut dire qu'il va vous arriver des choses pour lesquelles vous n'avez pas prévu. Il va vous arriver des choses pour lesquelles vous n'avez jamais vécu. Et même votre parent ne vous a jamais raconté une telle histoire. Et c'est ce que j'appelle des ouragans de la vie, des orages de la vie, et même les tsunamis de la vie. Mais sur quoi vont venir échouer tout ça? Mais sur votre amour de vous-même, sur votre estime de soi. Comme un ouragan, lorsqu'il passe, il peut détruire, dévaster beaucoup de choses en passant. Mais après un temps, même après un tsunami, qu'est-ce que la Terre fait, madame? La Terre se régénère. Elle va se recoller et elle va se reproduire. Elle va produire beaucoup de choses, madame. Donc, ce qui nous arrive dans la vie, j'ai écrit une citation qui dit le rancunier n'est rien d'autre que celui qui n'a rien appris de ce qui s'est passé. Parce que celui qui a appris de ce qui s'est passé va remercier l'événement qui l'a réveillé pour apprendre. Okay? On souffre en général de ce qu'on ignore, mais ce qu'on connaît, on ne peut pas souffrir de ça. D'accord, madame? Donc, du coup, ce livre vous apprend à vous aimer. Ce livre vous apprend à vous explorer, à vous connaître, à vous comprendre, mais surtout à mieux cohabiter avec vous-même, c'est-à-dire à coller la paix aux proches. Vous n'allez plus vous plaindre, à dire non, c'est la faute d'un tel, et vous faire des soucis, développer des maladies, des hypertensions, de diabète, etc. Non, madame, non. Ce sont des maladies qui sont causées en général par la pression intérieure. Parce que... On peut l'éviter. Oui. Si on se prend pleinement en charge. Voilà. Avant que le pire ne puisse arriver. Si on se prend pleinement en charge, en tout cas, on peut vivre tranquille. Parce que, après tout, nous sommes un organisme, madame. En nous, il y a un ensemble d'organes appelés organismes. Ces organes ne doivent pas être chauffés, madame. Ok, ce sont des moteurs, ce sont des appareils. Nous avons l'appareil cardiaque, nous avons l'appareil respiratoire, nous avons l'appareil digestif. On a étudié ça tous au CM2. Mais c'est beaucoup d'appareils. Imaginez que vous prenez votre appareil, vous le mettez dans de l'eau qui bouillit. Vous savez ce qui va arriver, vous allez cramer l'appareil. C'est en ce moment-là qu'on parle des accidents. Tellement vous pensez, tellement vous vous souciez, tellement vous portez des rancunes. En ce moment-là, un jour, ça se bloque. On dit il a fait un accident. Réellement, il a fait un accident parce qu'il allait trop vite. Il s'est mis trop sous pression et il n'a pas fait attention au virage. Clac, il y a accident. Et c'est ce que j'appelle le moteur va griller. Le moteur est bloqué. La bielle a coulé. Et ça cause beaucoup de dégâts. Alors, je vous en prie, chers téléspectateurs, apprenez à vous confier. Il n'y a pas de honte à ça. Ok, ça se passe en causant, ça se passe en échangeant. Ne pensez pas que je suis charlatante. Quand vous arrivez dans mon bureau, je commence à lire votre vie. Je sais ce que... Non, madame. Je vous vois tel que vous me voyez. D'accord? Si je fais ça, vous pensez à quoi? Je suis fâchée, non? C'est un peu pareil. Je peux lire à peine, on dirait qu'elle est triste. Voilà, c'est juste ça. Mais connaître votre histoire, connaître ce qui fait mal en vous, non. Les manipulateurs aujourd'hui, comme j'ai dit, j'insiste sur la famille, parce qu'on les retrouve au sein de la famille et surtout les parents. Oui. Vous avez la petite sœur qui vient, qui ramène de l'argent, qui fait des cadeaux à papa et à maman, et c'est maman qui dit à la grande sœur, par exemple, Yoku tuti kakaka, maman pado, tala nengele kino, maman tala le kino, tout ça là. Alors comment on peut se séparer de ces manipulateurs alors qu'ici il s'agit de nos parents? Nous sommes parfois malades des actes et des mots de nos proches. Je répète, nous tombons parfois psychologiquement malades et même physiquement malades à cause des mots et des actes de nos proches. Mais cependant, ce n'est pas nous qui les posons. Si maman pense que grande sœur ou petite sœur apporte plus, est-ce que c'est vous qui l'aviez dit? Ça n'engage que votre maman. D'accord? Psychologiquement, la vie est un espace. C'est comme des parcelles. Chacun a son territoire. Faites votre part. Veillez seulement à votre frontière, à votre clôture. Aujourd'hui, à Brazzaville, je vois toutes les parcelles sont presque clôturées. Mais personne ne va accepter que
le voisin quitte avec sa saleté là-bas pour venir verser chez lui. Mais pourquoi vous acceptez que quelqu'un vous dise des bêtises et vous les cautionnez? C'est lui qui les a dit. Ça n'engage que lui. Il y a des gens qui prennent les aspégiques tous les jours. Il y a des gens qui sont diabétiques, etc. Non, ce sont des mots qui sont plus psychosomatiques que somatiques. Donc, quand déjà tu souffres de l'hypertension, suivez s'il vous plaît. Quand vous suivez de l'hypertension, ça veut dire qu'il y a un trop ou il y a un moins dans votre vie. C'est ce déséquilibre intérieur qui fait ce désagrément, comment on appelle, sanguin, parce que lorsqu'on dit qu'il y a hyper, ça veut dire qu'il y a pression artérielle, et quand on dit hypo, ça veut dire que votre sang circule, mais lentement. Alors, en ce moment-là, je ne vous dis vraiment pas de ne pas aller chez le médecin, il faudrait qu'on se comprenne. Allez chez le médecin, mais n'oubliez pas d'aller très vite chez le psychologue. Pourquoi j'ai hypertension comme ça? Vous avez quelqu'un qui a fait un AVC. Vous l'emmenez chez le kiné. Mais le kiné ne fera que masser. Moi, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Ce sont des gens qui aident les gens. Associer le psychologue avec les médecins, mais aussi le kiné. Et même le psychiatre aussi. Les gens pensent qu'on va chez le psychiatre parce qu'on est devenu fou. Ah non, hein? Le psychiatre va réellement t'aider à ralentir et à apaiser l'activité cérébrale. Donc, ne négligez pas d'aller chez les psychologues. Mon numéro, par exemple, je suis au 06 467 77 12. 06 467 77 12, parce qu'évidemment, je consulte sur rendez-vous. Bon, maintenant, si vous n'êtes pas à Brazzaville, parce qu'on a dit que DIRTV, c'est international, eh bien, AJ aussi est international. J'ai mon bureau virtuel. Ben, prenez juste rendez-vous. Dès que c'est ficelé, je vous traite comment on appelle, en virtuel, c'est-à-dire via une visioconférence, on échange, et puis je vous aide à progresser. Donc, quand vous avez des maladies telles que le diabète, etc., oui, prenez les médicaments, je ne refuse pas, mais allez chez les psychologues, parce que tant que la cause là n'a pas été traitée, l'hypertension ne va jamais disparaître. Quels que soient les médicaments qu'on va donner, l'hypertension va rester là. Quels que soient les médicaments qu'on va donner, le diabète va toujours vous déranger parce que la cause n'a pas été traitée. Mais quand la cause elle est bien traitée, tout de suite, vous serez même étonné des prouesses que vous allez faire. Alors, cessez d'avoir peur de nous, des psychologues. Ici, nous sommes au 101 de la rue Mayama. 101 rue Mayama, immeuble Pauline Coiffure. Premier niveau, première porte. C'est la même ruelle que l'école de peinture de Poto-Poto, mais de l'autre côté de l'avenue de la Paix, quand vous êtes là à l'école de peinture de Poto-Poto. Fidèles téléspectateurs, on a beaucoup appris ce soir. Et oui, on a vraiment appris des choses. Et je pense que ce sont des choses qui vont donc nous aider dorénavant. Comment est-ce que nous devons faire la part des choses, repartir dans chaque case, chaque coin, et surtout pour son bien-être. On a compris que l'homme a besoin de se soigner lui-même d'abord, et quand je dis lui-même, c'est-à-dire de connaître les vraies causes face à des problèmes, ne pas chercher sa guérison entre les mains de son chéri, pas entre les mains de ceci ou de cela, mais de savoir réellement ce dont il a besoin. Et il y a le coaching pour ça, il y a la psychiatrie qui vient aider médicalement, et la psychologie qui vient aussi apporter sa touche très importante, parce que lorsqu'on parle le lien entre l'esprit et le corps, nous savons tous que ce corps que nous déplaçons tous les jours, ce corps qui est lié avec cet esprit qui est malade, et ben ça va causer beaucoup de problèmes. Et donc il faut faire très attention, prendre soin de votre esprit ainsi que de votre corps. Pour cela, il faut voir donc un psychologue. Et moi, je vous recommande donc Madame Agi, qui est psychologue, coach et auteure écrivaine. C'était donc au micro de la DIRTV International. C'était notre invité. Et les numéros de téléphone, on va les afficher aussi. Question donc de vous demander, allez vous consulter pour savoir réellement si vous avez un poids, vous avez des blessures dans votre cœur, et surtout, vous avez du mal à vous confier, parce que ça aussi c'est un autre problème, parce que trop souvent on a envie de parler, mais on se dit, ah, avec le monde d'aujourd'hui, j'ai parlé à qui?
alors qu'il suffit de parler pour vous libérer. Alors Madame Agi est donc là. Merci pour votre fidélité, mais avant de vous dire au revoir, je dois remercier celui qui est derrière la caméra. Lui, c'est donc Jonas Aoué, ainsi que merci à DRTV International. Sur ce, merci pour votre fidélité. On se retrouve donc la semaine prochaine pour notre numéro de décryptage, mais surtout, bonne soirée chez vous. C'était donc Godlive Nana Chungu dans Décryptage. On ne doit pas être surpris. C'est un moment très précieux. Et en tant qu'humain, nous ressentons... On n'est jamais bien placé en fait pour donner des conseils. C'est un moment très précieux. Pour remonter le moral.